Salut à tous et à toutes et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Sam, j'habite à Yokohama depuis 12 ans et aujourd'hui je vais essayer de vous parler en une seule vidéo de toutes les principales différences qu'il y a au cours d'une vie au Japon par rapport à ce qu'on connaît en France bien sûr, mais aussi dans pas mal d'autres pays au final. Au cours de la vidéo, je vais donc vous parler de trucs que j'ai vécu personnellement depuis que je suis arrivé au Japon. Puisque je m'y suis marié, j'ai loué des apparts, puis j'ai acheté la maison où je suis aujourd'hui, et j'y ai eu mon fils qui a maintenant 6 ans. Donc ce sont des sujets que je connais pas mal, mais je vais aussi vous parler de tout un tas de choses que j'ai apprises sur la vie ici, et qui risquent de vous étonner. Évidemment, il y aurait des milliers de trucs à dire sur la vie ici, et je ne peux pas tous les aborder dans cette vidéo, bien entendu. Mais je vais essayer de me concentrer sur les points que je trouve les plus importants, et surtout les plus différents par rapport à la France. On va donc voir ensemble quelles particularités il y a au Japon au niveau de la naissance et de l'enfance. Ensuite, un gros morceau avec les études et un peu le travail. On parlera aussi rapidement du logement et du mariage, et on finira avec la retraite et même un mot sur les funérailles. Pour les fidèles de la chaîne, il y aura forcément des redites par rapport à d'autres vidéos, mais il y a aussi pas mal de points que j'ai jamais abordés. Donc que vous soyez nouveau ou non, je pense que vous apprendrez au moins quelques trucs en regardant cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir ce que vous aurez découvert et ce qui vous aura étonné dans cette vidéo. Alors, après l'avoir regardé, ce serait vraiment cool si vous pouviez laisser un commentaire pour me le dire. Merci d'avance à ceux qui le feront. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision. Au cours de la vidéo, je vais donner beaucoup de montants en yens et je vous mettrai régulièrement, pas toujours mais le plus souvent, l'équivalent en euros avec le taux de change actuel qui tourne autour de 144 yens pour 1 euro. Mais attention, ces sommes en euros ne veulent pas dire grand chose en réalité. Déjà parce que le salaire moyen japonais est plus élevé que le salaire moyen français. En 2021, c'était pratiquement 4,5 millions de yens par an, soit 31 000 euros, mais pour les hommes, c'était 5,5 millions, 38 000 euros, alors que pour les femmes, c'était seulement 3 millions, donc 21 000 euros. Et en France, c'est 28 000 euros. Vous allez me dire que c'est presque pareil, mais le yen est très faible en ce moment, et avec un taux 230 qui est à peu près la moyenne au cours des 10 dernières années, eh bien 4,5 millions de yens, ça fait plus 31 000, mais 35 000 euros. Selon le taux de change, tout peut paraître beaucoup plus élevé ou beaucoup plus faible. Donc voilà, je vous ai quand même mis les euros pour info, mais au final, dire qu'un truc au Japon coûte tant d'euros, ça n'a vraiment pas beaucoup de sens. Faut raisonner en yens et surtout par rapport au niveau de vie ici. Allez, assez papoté, j'espère que vous êtes bien installés parce que c'est parti pour ce tour d'horizon assez complet, je l'espère, de ce qu'est une vie au Japon. Avant même de naître, il y a déjà des différences avec la France. Par exemple, la grossesse. Est-ce que vous saviez qu'au Japon, ça durait 10 mois? Alors non, les femmes japonaises ne restent pas enceintes plus longtemps, c'est juste qu'en fait, ici, on compte pas de la même façon. On calcule à partir des dernières règles et pas de la conception, donc ne soyez pas étonnés si une japonaise vous dit qu'elle est enceinte de 10 mois. Elle ne se moque pas de vous, c'est normal ici. Après 10 mois donc vient l'accouchement, qui n'est pas donné, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le coût moyen au niveau national est de 450 000 yens, environ 3 000 euros. Mais comme pour à peu près tout au Japon, il y a des disparités entre les préfectures. C'est par exemple à Saga, une préfecture du sud du pays, qu'on paye le moins cher avec 350 000 yens, environ 2400 euros, en moyenne, et sans surprise, c'est Tokyo qui détient la palme de la préfecture, où c'est le plus cher avec pas moins de 550 000 yens, environ 3800 euros. Alors, rassurez-vous, on ne doit pas tout payer de sa poche, et il y a une aide financière de l'État de 420 000 yens, et selon les cas, ça suffit à tout payer, mais pas toujours, et il faut souvent passer à la caisse. Par exemple, quand mon fils est né, ça faisait un peu plus de 600 000 yens au total, et il faut dire que Kanagawa, la préfecture où il y a Yokohama, c'est la 3e préfecture la plus chère du pays, et donc on a dû payer environ 200 000 yens. Évidemment, ce prix n'est pas fixe et il varie aussi en fonction de plusieurs facteurs comme du type de chambre, qu'elle soit privée ou non, et du déroulement de l'accouchement. Par exemple, il faut savoir qu'au Japon, une césarienne coûte environ 60 000 yens, 400 euros, et la péridurale rajoute carrément entre 100 000 et 200 000 yens à la facture, 700 et 1400 euros. Par rapport à la France, le taux de césarienne est à peu près le même, puisque ça représente 20% des naissances en France et 25% au Japon. Donc pas de grande différence. Mais
Pour la péridurale, alors là c'est le jour et la nuit, 82% des autres naissances en France sont faites avec une péridurale, mais ici c'est beaucoup moins et seulement 8,6% des japonaises qui accouchent par voie naturelle ont fait une péridurale en 2020. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup moins répandu qu'en France, parce que pour encore beaucoup de japonaises, eh bien, la douleur fait partie de l'accouchement et elles ne veulent pas spécialement faire une péridurale. T'as pas mal, c'est pas mal, t'as pas mal, c'est pas mal. En plus, c'est dispo que dans 26% des hôpitaux. Donc si vous comptez accoucher au Japon, renseignez-vous bien avant de choisir un hôpital. Parce qu'en plus, même si l'hôpital la propose, eh bien, c'est pas garanti de pouvoir la faire au final. Dans l'hôpital où ma femme a accouché, c'était seulement possible en semaine de 8h à 18h, donc probablement les horaires de boulot du seul anesthésiste qui faisait ça. Et comme ma femme a eu ses premières contractions vers 16h30, ils ont dit bon ça va finir trop tard donc on lui fait pas. Et résultat, mon fils est né à 17h45 et ma femme a dû souffrir comme pas possible alors qu'elle aurait pu avoir la péridurale. Dernière différence notable, c'est la durée d'hospitalisation, puisque pour un accouchement normal au Japon, on reste généralement 6 jours à l'hôpital et même 8 jours après une césarienne, donc c'est beaucoup plus long qu'en France, ce qui explique aussi une partie du prix. Au moment de la naissance de l'enfant, un peu avant en général, il y a un truc qui n'existe pas en France, mais que beaucoup de familles japonaises modestes font, c'est souscrire à ce qu'on appelle ici une gakushi roken. C'est un genre d'assurance pour les futurs frais scolaires. Alors je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est probablement la première fois que j'évoque cette gakushi roken ici, donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. En fait, on cotise chaque mois ou chaque année, on peut choisir au moment du contrat, et quand l'enfant entre à la fac, on récupère tout cet argent plus un petit peu d'intérêt. Alors bien sûr, c'est pour les familles modestes comme nous. Si on est blindé, on s'en fout et on peut payer d'un coup l'entrée à la fac ou au lycée privé, évidemment. Et si on a un peu d'argent, mais pas trop non plus, et qu'on préfère quand même mettre de côté pour préparer, il vaut de toute façon mieux placer son argent ailleurs pour avoir un meilleur taux d'intérêt. Mais quand on n'a pas les moyens, eh bien c'est la solution la plus simple et la plus sûre, surtout qu'il y a un gros avantage, c'est que si les parents meurent avant la fin de la cotisation, l'enfant recevra quand même l'intégralité de la somme prévue une fois entré à la fac. Voilà, d'où le mot assurance dans le nom. Bien sûr, il y a tout un tas de durées de cotisation possibles, de montants, et surtout on peut choisir quand et comment on veut recevoir cet argent. Ça peut être par exemple une partie à l'entrée au lycée et le reste à la fac, ou bien une partie au début de chaque année d'université pour payer les frais annuels. Mais quoi qu'il en soit, c'est souvent nécessaire si on veut que son enfant fasse des études et qu'il aille à la fac quand il sera plus grand, parce que c'est vraiment pas donné. On y reviendra juste après. Après la naissance, il y a pas mal de traditions et de cérémonies autour du bébé. La première, c'est au Miyamairi. C'est la première visite au sanctuaire du bébé et on fait ça un mois après sa naissance. On y remercie les dieux pour l'arrivée du bébé et on prie pour qu'il ait une bonne santé et pour qu'il grandisse bien. Donc si vous voulez, c'est une sorte de baptême shinto. Ensuite, pour les 100 jours de l'enfant, il y a Okuizome. Littéralement, ça veut dire le premier repas. Donc, il y a plusieurs aliments, dont une dorade, et on fait semblant de faire manger ces aliments au bébé en les approchant de sa bouche, sans lui donner évidemment. Et en fait, c'est pour souhaiter qu'il ne manque jamais de nourriture au cours de sa vie. Pour le premier anniversaire du bébé, on essaie de le faire marcher avec un énorme mochi de 2 kg dans le dos. Et bien sûr, il n'y arrive jamais, le pauvre, mais c'est la tradition, donc tout le monde fait ça. La dernière cérémonie très importante pour les enfants et que tous les Japonais ont fait quand ils étaient enfants, c'est Shichigo-san. C'est une fête pour les garçons de 3 ans et 5 ans dans certaines régions, ou seulement de 5 ans dans d'autres, et pour les filles de 7 ans. À cette occasion, on loue un joli kimono en général pour l'enfant et on va participer à une petite cérémonie avec d'autres enfants et d'autres familles. Et pendant cette cérémonie, on prie pour que l'enfant grandisse bien et pour qu'il soit heureux. Voilà pour les premières années d'une vie au Japon. Avant de passer à l'école et à la suite, si vous trouvez cette vidéo plutôt sympa et intéressante jusqu'ici, ce serait vraiment super si vous pouviez aimer la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment super plaisir. Et puis, si vous l'adorez, il y a aussi le bouton merci sous la vidéo pour me remercier donc et m'encourager à continuer. Voilà pour cette petite pause. Maintenant, on va mettre nos cartables et direction les bancs de l'école. Première chose à savoir, c'est qu'au Japon, l'école est obligatoire à partir de 6 ans et jusqu'au 31 mars qui suit le 15e anniversaire. Parmi les différences majeures avec la France, il y a aussi le fait que la rentrée scolaire soit en avril et du primaire à la sortie de la fac, il n'y a pratiquement aucun redoublement. En ce qui concerne les maternelles et les crèches, un sujet que je connais le mieux puisque mon fils est en grande section, c'est assez différent de ce qui se fait en France et dans d'autres pays également. Ici, vous avez 2 types d'établissements. Il y a les Youchien, en gros les maternelles, qui sont généralement pour les enfants de 3 à 6 ans, et les Hoikuen, on dira les crèches pour simplifier, et qui, selon les établissements, accueillent des enfants de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans.
Concernant les Youchien, ça va peut-être vous étonner, mais au niveau national, il y en a seulement 40% qui sont publics et 60% qui sont privés. Mais dans beaucoup de grandes villes comme à Yokohama, eh bien, elles sont toutes privées. Le prix varie d'une école à l'autre, bien entendu, mais c'est le même pour tous les enfants qui vont dans cette école. Et il faut compter en moyenne 500 000 yens par an, ça fait environ 3 400 €. Alors pour ce prix-là, elle garde même pas les enfants toute la journée, souvent c'est que le matin et il y a régulièrement des activités auxquelles un des parents, en général la mère, doit participer, mais moi j'y vais de temps en temps. Pour les hoikoen, les crèches, donc, c'est réservé aux parents qui travaillent et il faut d'ailleurs remplir un dossier et justifier régulièrement qu'on fait tant d'heures par semaine. Je crois que c'est 20 heures minimum et du coup, bien sûr, elle garde les enfants toute la journée pour que les parents puissent bosser. Niveau coût, cette fois, ça dépend des revenus du foyer et ça va de gratuit à une blinde en fonction de ce que vous gagnez. Pour aider à payer tout ça, que ce soit à la crèche ou à l'école maternelle, eh bien, depuis le 1er octobre 2019, il y a une aide financière du gouvernement d'environ 25 000 yens par mois qui fait vraiment du bien. J'en avais déjà parlé, mais sans cette aide, nous en tout cas, on n'aurait jamais pu mettre mon fils dans une école maternelle. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur ces écoles et sur ce que c'est d'avoir et d'élever un enfant de 0 à 5 ans au Japon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'explique tout en détail, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai la vignette en fin de vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer. Autre différence avec la France, c'est que l'école primaire dure 6 ans ici, le collège dure 3 ans et il n'y a pas de brevet ni d'examen de sortie, et le lycée 3 ans aussi, mais il n'y a pas de bac ni d'équivalent. Mais par contre, ici vous avez des examens d'entrée pour les lycées, même les lycées publics, oui, et pour les facs. Parce qu'un truc important à comprendre, c'est qu'au Japon, le mot public, ça ne veut pas dire que c'est gratuit et ça signifie pas forcément que tout le monde peut y aller. Ça veut simplement dire que c'est géré par la ville, par la préfecture ou par le pays. Maintenant, je m'y suis fait, mais c'est un détail assez important et qui illustre parfaitement toutes les différences qu'il peut y avoir avec la France. Différences parfois importantes, vous allez vous en rendre compte tout de suite avec les coûts liés à l'éducation. Au Japon, même si on fait toute sa scolarité dans le public de la crèche au lycée, on arrive à environ 5,5 millions de yens au total, ça fait 37 000 €. Je vous avais prévenu, public ça ne veut pas dire gratuit. Si vous trouvez ça cher, tenez-vous bien parce que si on étudie seulement dans le privé de la maternelle au lycée, encore une fois, ça monte à 18,5 millions de yens, donc 127 000 € au cours d'aujourd'hui. Du coup, dans le privé bien sûr, mais même dans le public, c'est beaucoup d'argent, on est d'accord, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je n'ai qu'un enfant. Par contre, attention, je tiens quand même à expliquer un truc que certains youtubeurs ou d'autres personnes semblent avoir du mal à imprimer et qui me semble pourtant pas sorcier. L'école en France n'est pas gratuite. L'argent ne tombe pas du ciel, c'est financé par les impôts que vous payez. Alors, oui, si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu et que vous avez plusieurs enfants, on peut effectivement avoir l'impression que c'est gratuit et que financièrement, il n'y a pas photo. Il vaut peut-être mieux habiter en France. Mais attention, parce que même si vous êtes non imposable en France, vous payez au moins la TVA sur tout ce que vous achetez pendant toute votre vie. Et au Japon, eh bien, cette TVA, elle est seulement à 10%. Fin de la parenthèse, les impôts et le financement de l'école et des services publics, c'est un vaste sujet que je ne vais pas traiter aujourd'hui évidemment, mais il faut arrêter 2 secondes de rabâcher à tout va que l'école est gratuite en France, ce n'est pas vrai. Ensuite, et c'est mon avis personnel, il vaut ce qu'il vaut et c'est sujet à débat, mais même si le système japonais est évidemment loin d'être parfait, il y a des tonnes de problèmes aussi, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, on ne peut pas nier que le niveau des élèves japonais est bien meilleur que celui des Français dans tous les classements internationaux. En plus, au Japon, on apprend dès l'enfance aux petits japonais à ranger, à avoir des responsabilités et à nettoyer une fois qu'ils ont fini d'utiliser quelque chose. D'ailleurs, vous avez peut-être vu récemment, avec la Coupe du Monde au Qatar, des photos ou des vidéos des supporters japonais qui nettoyaient les stades ou bien même le vestiaire de l'équipe du Japon qui était parfaitement propre, rangé et avec un message de remerciement en bonus. Voilà, tout ça, c'est normal ici et il n'y a aucun doute que ça vient de l'éducation et des habitudes prises dès le plus jeune âge. Ah et bien sûr, niveau sécurité et discipline, ça n'a tellement rien à voir que je ne vais même pas m'étaler sur le sujet. Alors je précise que j'ai fait toute ma scolarité dans le public à Marseille, dans des quartiers populaires. Et encore, c'était il y a 30 ans, donc j'imagine que la situation s'est pas vraiment améliorée depuis. Voilà. Tout ça pour dire que je compare l'école publique que j'ai connue avec celle qu'il y a à Yokohama aujourd'hui. Et c'est le jour et la nuit, c'est le moins qu'on puisse dire. Là aussi, c'est pas le thème principal de la vidéo de toute façon, alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos yens, parce que c'est pas fini niveau dépenses. Et non, il y en a encore. Parce qu'en plus des frais de scolarité que j'ai donnés tout à l'heure, il faut aussi souvent rajouter ceux des juku. Les juku, ce sont des établissements qui donnent des cours du soir en gros, et qui sont absolument nécessaires si on veut que son enfant réussisse
les fameux examens d'entrée dans de bons établissements. Du coup, les chiffres de fréquentation évoluent au fil des années. Il y a de plus en plus d'élèves qui vont dans ces du coup. 40% des élèves de 4e année de primaire, donc l'équivalent du CM1, y vont. Ils sont 45% en 5e année et 52% en 6e année pour préparer les examens d'entrée dans les collèges privés. Au collège, c'est carrément 70% des élèves dans le public et 54% dans le privé qui ont déjà fréquenté des Juku. Et en 3e année, alors là, ça monte à 85% et 56% respectivement, parce que l'examen d'entrée au lycée est très important pour l'avenir de l'élève. Une fois au lycée, ça baisse logiquement et seulement 35% des élèves en public et 43% de ceux du privé y vont. En fait, pour simplifier, au Japon, c'est un peu le contraire de la France, en tout cas c'est ce que je pense moi. On bosse comme des tarés au lycée pour entrer dans une bonne fac et en général, à l'université, c'est 4 ans de vacances. Par contre, étudier à la fac, ça coûte cher et même très cher. Et il faut même raquer entre 20 000 et 35 000 yens rien que pour passer l'examen d'entrée. Et comme les étudiants passent des examens dans plusieurs facs pour augmenter leurs chances d'être acceptés quelque part, je vous laisse imaginer la facture pour les parents. Du côté des frais de scolarité, comme je disais donc, ça coûte un bras et ça n'a donc rien à voir avec la France puisqu'il faut compter 820 000 yens par an pour les facs nationales, Kokuritsu Daigaku, 1 million par an pour les facs publiques, Kouritsu Daigaku, et pour les facs privées, ça dépend de la spécialité. En gros, entre 1,5 et 2 millions par an, sauf médecine, où là c'est 5 millions par an. Autre particularité au Japon, c'est que toutes les écoles primaires et publiques ont des stades et d'autres équipements sportifs dans l'enceinte de l'école. Et vous avez les fameux clubs de sport, bien sûr, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi tout un tas d'activités culturelles, par exemple. Alors, c'est pas obligatoire, et d'après la loi, les élèves ne sont pas forcés d'y aller, mais certaines écoles l'oublient parfois. En tout cas, l'immense majorité des élèves font partie d'un club. Voilà, c'est un bon moyen de faire du sport. Il y a les tournois régionaux et nationaux contre d'autres écoles. Vous avez tous déjà vu, j'imagine, un animé de sport. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. C'est aussi un bon moyen de se faire des amis ou de faire des rencontres, notamment à la fac. Fac qui dure généralement 4 ans et grosse différence aussi avec l'Hexagone, c'est que les étudiants qui veulent bosser dans des sociétés privées, ils commencent à chercher un boulot dès la 3e année de l'université. L'an dernier, il y avait 83% d'entre eux qui avaient déjà reçu une offre d'emploi en décembre 2021 pour commencer à bosser en avril 2022. Il faut aussi savoir que les boîtes recrutent principalement en fonction de la réputation d'une université et au final, ils se moquent un peu de la spécialité étudiée. Du moment que vous venez d'une bonne fac, vous trouverez toujours un bon boulot. C'est pour ça qu'il y a autant de pression pour entrer dans de bons collèges, puis dans de bons lycées avant ça. En fait, les sociétés japonaises recrutent des personnes qu'elles estiment avoir des capacités et elles les forment complètement à leur métier une fois embauchées. Alors l'avantage du système, c'est qu'il n'y a pas de perte de temps. Après la fac, on bosse tout de suite, mais l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve souvent à faire un boulot qui n'a aucun rapport avec ce qu'on a étudié. Et puis, le processus de recherche est assez fastidieux. Il faut aller à des réunions d'information organisées par plusieurs sociétés. Ensuite, il faut passer des entretiens, mais c'est rarement un entretien. La plupart du temps, c'est 2 ou 3, voire plus d'entretiens successifs avant d'être embauché. Au final, tout le monde ou presque trouve un poste, puisque, autre spécificité du Japon, il n'y a pratiquement pas de chômage. C'est seulement 2,6% actuellement. Alors c'est pas vraiment une surprise, avec la baisse de la natalité et le vieillissement de la population, le Japon manque de main d'œuvre et il va d'ailleurs devoir recruter de plus en plus de travailleurs étrangers dans les années à venir. On estime que si le pays veut garder la même croissance, il aura besoin de pas moins de 4,2 millions de travailleurs étrangers d'ici 2030 et d'ici 2040 ce serait 6,7 millions. Alors, pour info, si ça vous intéresse, les plus gros manques de personnel, c'est dans les maisons de retraite, l'agriculture, la pêche et la construction. Donc, si vous voulez venir bosser au Japon, dans ces secteurs, vous n'aurez probablement pas trop de problèmes. Avant d'enchaîner sur la vie professionnelle, il y a un autre point complètement différent de la France dont je dois vous parler maintenant, pour respecter un peu la chronologie, puisque au Japon, de 20 ans à 59 ans, tout le monde cotise pour la retraite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fac, ça dure 4 ans. Donc, la plupart des Japonais ne commencent à bosser qu'à 22 ans, après avoir fini l'université. Mais dès 20 ans, il faut cotiser, et donc ce sont les parents qui payent pendant les premières années. L'avantage, c'est qu'arrivé à 60 ans, tout le monde est censé avoir cotisé 40 ans, peu importe l'âge auquel on a commencé à travailler. Niveau retraite, les différences ne s'arrêtent pas là, et vous verrez dans quelques minutes qu'il y a des choses assez étonnantes au moment de l'apprendre. Une fois entré dans le monde du travail, il faut savoir que les salaires de base sont assez bas au Japon, et surtout qu'ils stagnent depuis des décennies. En revanche, ils augmentent beaucoup avec l'ancienneté, jugez plutôt. Entre 20 et 24 ans, le salaire moyen d'un employé du privé, c'est 2,6 millions par an, ce qui est vraiment pas terrible. Mais à la cinquantaine, ça monte jusqu'à 5,2 millions, ce qui nous donne une moyenne de 4,4 millions par an.
Voilà, dans le public, c'est la fête du slip avec 6,8 millions de yens. Moi qui étais fonctionnaire en France, franchement, j'ai raté ma vocation, j'aurais dû être fonctionnaire au Japon. Je précise que ces montants incluent les bonus dont je vous reparlerai dans quelques instants et que ce sont des montants nets une fois les impôts, la sécu et la retraite retirés, puisque comme en France depuis quelques années, eh bien au Japon depuis très longtemps, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Au niveau du calcul de cet impôt, comme vous le voyez, il y a aussi des tranches avec un taux pour chaque tranche, 5%, 10%, 20% et jusqu'à 45%. Mais il y a en plus un abattement qu'on va déduire de cet impôt. Et pour savoir combien on va devoir payer, eh bien, on n'a qu'à soustraire le montant de l'abattement au résultat trouvé. Par exemple, si vous gagnez 5 millions de yens, 34 000 euros, vous êtes dans la tranche des 20%. Et vous paierez donc 20% de 5 millions, c'est-à-dire 1 million, moins l'abattement de 427 500 yens. Donc au final, eh bien, votre impôt sera de 572 500 yens, ce qui équivaut à 3 900 euros. Et rassurez-vous, même si vous changez de tranche pour quelques yens seulement, eh bien, vous paierez pratiquement autant d'impôts au début parce que le montant de l'abattement augmente énormément d'une tranche à l'autre. Voilà pour les impôts sur le revenu. Au final, pour les revenus faibles et moyens, on paye vraiment pas beaucoup. Mais il y a aussi la taxe d'habitation qui n'a pas disparu. Et ça pique un peu plus. Puisque pour des revenus comme les miens par exemple, eh bien, la taxe d'habitation c'est plus du double de l'impôt sur le revenu. Autre différence très importante avec la France et dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que les employés en CDI et les fonctionnaires ont un bonus 2 fois par an et c'est pas du tout négligeable puisque c'est plusieurs mois de salaire à chaque fois, mais ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise et des résultats. Dans le privé en moyenne c'est 1 à 2 mois de salaire, soit 380 000 yens 2 fois par an, et pour les fonctionnaires c'est 2 mois de salaire, environ 650 000 yens 2 fois par an. Là aussi, le montant varie énormément en fonction de l'âge et un employé qui a la cinquantaine, par exemple, reçoit 3 fois plus qu'un jeune dans la vingtaine. Dernière énorme différence avec la France, et je suis tombé de ma chaise quand je l'ai entendu la première fois, c'est qu'il y a une prime de départ à la retraite. Et une prime de départ, c'est pas une cagnotte que vos collègues bourrés vous filent pour votre pot de départ. Non, 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 non. J'espère que vous êtes bien assis, parce que en moyenne, un fonctionnaire va recevoir un versement de 21 millions de yens. Ça fait 140 000 euros. Pour le privé, comme toujours, ça dépend du domaine et de la taille de l'entreprise, mais en moyenne, ça va de 10 millions pour les PME à 25 millions dans les grandes boîtes. Et en parlant de départ à la retraite, là aussi, ça fonctionne pas du tout comme en France. En fait, cette prime de départ, on la touche à 60 ans. Donc tout le monde dit « je prends ma retraite à 60 ans ». Mais en fait, en général, on continue à bosser parce qu'on touchera sa retraite qu'à partir de 65 ans. Ça aussi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, j'ai pas mal galéré. Quand quelqu'un me disait qu'il avait pris sa retraite, mais qu'il allait bosser, je me disais « mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Alors, si on veut, on peut très bien s'arrêter de bosser à 60 ans, mais on n'aura aucun revenu jusqu'à 65 ans. Alors presque tout le monde au final continue de bosser. Quand on est fonctionnaire, on le fait souvent au même poste, mais en touchant seulement la moitié de son salaire pendant ces 5 années. Et dans le privé, depuis 2013, il y a une loi qui oblige les sociétés à permettre à leurs employés qui le souhaitent de continuer de bosser jusqu'à 65 ans. Et depuis 2021, cette loi a même été étendue pour encourager les entreprises à fournir un poste à ceux qui le désirent jusqu'à 70 ans. Selon les sociétés, les employés qui souhaitent continuer à travailler peuvent rester soit au même poste ou bien être mis à un poste complètement différent. Tout ça avec un salaire beaucoup plus faible, évidemment. Et comme ça, l'immense majorité des gens continuent à bosser en gagnant un petit revenu jusqu'aux 65 ans, au moment où ils toucheront leur retraite. Et même après 65 ans, il y a 50% des Japonais entre 65 et 69 ans qui travaillent. Alors j'avais un élève qui était employé de bureau, et quand il a pris sa retraite à 60 ans, c'est-à-dire qu'il a touché sa prime de départ, eh bien, il a été réembauché dans la même boîte, mais plus du tout comme employé bureau, il travaillait comme gardien d'immeuble. Alors ça fait beaucoup d'informations d'un coup, donc pendant que vous digérez tout ça, j'en profite pour remercier sincèrement tous ceux d'entre vous qui me soutiennent régulièrement, que ce soit par le bouton merci dont j'ai parlé plus tôt, par PayPal, merci Robert, mais aussi sur Patreon ou par les souscriptions sur YouTube, via le bouton rejoindre qui devrait être sous la vidéo si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Voilà. Merci 1000 fois pour votre générosité, c'est en grande partie grâce à vous que je continue cette chaîne et surtout que je peux faire des vidéos comme celle-ci, alors j'espère qu'elle vous plaira. Passons maintenant au mariage et à la famille. Première énorme différence avec la France, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Parce qu'au Japon, il n'y a que 2,3% des enfants qui naissent hors mariage, alors qu'en France c'est 63,5%. Du coup, vous comprenez que la baisse continue du nombre de mariages est un problème parce que ici, moins de mariages égale forcément moins d'enfants. Il y a eu 500 000 mariages au Japon en 2021 et c'est le chiffre le plus bas jamais enregistré.
Et au Japon, environ 35% des mariages se terminent par un divorce. Ce chiffre est assez stable d'ailleurs depuis quelques années. En France, pour info, c'est 46% environ, donc un peu plus, mais vous voyez qu'au Japon aussi, les divorces sont devenus très courants, surtout depuis les années 2000. Autre différence au niveau du budget cette fois, vous vous en doutez, puisque au Japon, pour se marier, il faut souvent vendre un rein ou même les deux reins, puisque le prix moyen des alliances est déjà de 250 000 yens pour 2 bagues, 1700 €. En France, ça serait autour de 600 €. Je vous parle même pas de la bague de fiançailles qui coûte en moyenne 350 000 yens, 2400 € et que 70% des jeunes mariés achètent et offrent quand ils font leur demande. Ensuite, environ 50% des jeunes mariés font une cérémonie de mariage et là, ça coûte aussi beaucoup plus cher qu'en France. Prix moyen estimé 2 920 000 yens, environ 20 000 € contre 12 000 € en France. Mais bien sûr, ça dépend énormément aussi du lieu et du nombre d'invités. Un truc étrange aussi, c'est que ces mariages sont très souvent organisés dans des lieux faits spécifiquement pour célébrer des mariages. Ça s'appelle des kekkonshikijo. Et il y a par exemple un étage avec une chapelle où en général un faux prêtre fait un genre de messe. Ensuite, vous avez un étage avec les salles pour le repas et les mariages s'y font vraiment à la chaîne. Donc, côté romantisme, il faudra repasser, mais par contre, niveau efficacité, c'est au top. Et pour le repas de mariage, cocorico, c'est très souvent de la cuisine française. Par contre, le repas est limité dans le temps, donc faut vraiment pas traîner, sinon on vous enlève carrément votre assiette. En gros, ça dure 2h30 et après, hop, tout le monde dégage et c'est terminé. Donc si vous êtes invité à un mariage, ne passez pas trop de temps à discuter et à regarder autour de vous, dépêchez-vous de finir votre assiette et de profiter du bon vin pour amortir le déplacement. Et si je dis ça, c'est parce que quand on est invité à un mariage, eh bien, on donne en général au marié 30 000 yens si on est un ami ou un collègue, et si on est un membre de la famille ou un supérieur, alors là, c'est carrément entre 50 et 100 000 yens. Donc si quelqu'un vous invite à un mariage au Japon, réfléchissez bien avant d'accepter son invitation. Pour finir sur ce thème, un mot sur les couples mariés. Au Japon, il y a quand même 31% de femmes au foyer. Alors ça peut paraître élevé, en tout cas moi ça me semble élevé, mais en 1980, elles étaient 64%. Donc une énorme baisse qui s'explique par le fait que de plus en plus de femmes mariées décident de ne pas faire d'enfants et de poursuivre leur carrière, ou bien simplement parce que le mari ne gagne pas assez et qu'un revenu supplémentaire est nécessaire pour payer par exemple l'éducation des enfants ou le loyer. Et en parlant de loyer, un mot rapide sur les logements parce qu'il y a aussi quelques pratiques un peu différentes ici quand on loue ou quand on achète un appartement ou une maison. Vous connaissez peut-être déjà tous la fameuse somme d'argent qu'on doit payer pour remercier le propriétaire de nous louer sa maison. J'en ai parlé plusieurs fois, notamment dans ma vidéo sur le budget pour habiter seul au Japon. Donc je ne vais pas y revenir ici en détail, mais ça fait quand même bizarre de devoir lâcher cette somme sans aucune raison. Voilà. Heureusement, c'est pas non plus systématique, rassurez-vous. Et par exemple, à Yokohama, il y a en gros la moitié des locations qui demandent cette somme d'argent et l'autre moitié qui ne la demande pas. Autre truc important à savoir sur les locations, c'est que les bails durent 2 ans et qu'au renouvellement, on doit lâcher un mois de loyer pour, je sais pas, aucune idée. Donc si quelqu'un sait, qu'il me le dise. Juste, on fait cadeau encore d'un mois de loyer au propriétaire. Du coup, pas mal de monde déménage vers la fin des 2 ans et au lieu de payer ses frais de renouvellement, eh bien, on utilise l'argent pour payer le déménagement et une partie des frais d'emménagement dans le nouvel appartement. Et d'ailleurs, quand on emménage, on va généralement voir les voisins pour se présenter et on leur offre des serviettes ou d'autres petits cadeaux. Enfin, si en France la redevance télé va disparaître très bientôt, ou elle a déjà disparu, je sais pas trop, et bien ici son équivalent existe toujours et il est réclamé par un des pires fléaux du Japon, les mecs de la NHK. La NHK, c'est une grande chaîne de télévision japonaise. Sans déconner, je pense que ce sont les personnes les plus détestées et les plus détestables du pays. Par contre, sachez qu'ici, c'est pas un impôt et c'est à la NHK de se débrouiller comme elle peut pour faire passer les Japonais à la caisse, mais les employés de la NHK n'ont pas le droit de rentrer chez vous et si vous signez pas de contrat, ils ne peuvent pas non plus vous prélever comme ça, sans autorisation. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est vous pourrir la vie et vous traquer sans relâche jusqu'à la mort. Ce qui nous amène aux funérailles qui ont lieu en général une semaine après le décès. Et là aussi, comme tout au long de la vie, il faut avoir un compte en banque bien garni. Parce que même si avant le Covid, 40% des funérailles se faisaient juste en famille, 50% des cérémonies duraient 1 ou 2 jours entiers et réunissaient beaucoup d'invités. Au final, en 2020, le coût moyen était quand même de 1 842 000 yens, 13 000 €. Pour info, en France, la moyenne serait autour de 3 500 €.
Donc encore une fois, hein, une énorme différence de coût jusqu'à la fin. Par contre, avec le Covid, le coût de ces funérailles a baissé de 700 000 yens en moyenne, ce qui fait presque 5 000 € d'économie, donc c'est pas négligeable, hein. Et si ça a baissé, c'est tout simplement parce qu'avec les restrictions sanitaires, le ratio est passé à 26% pour les grandes funérailles et à 56% pour celles en famille, qui coûtent forcément moins cher. Après les funérailles, on continue de payer, oui, et de se recueillir, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de cérémonies religieuses. La première, c'est 49 jours après le décès, et ensuite il y a d'autres cérémonies qui ont lieu pour l'anniversaire des 1 an, 2 ans, 6 ans, 12 ans, 16 ans et même 32 ans après la mort. Enfin, en plus de toutes ces cérémonies, les Japonais vont régulièrement sur la tombe des personnes décédées. 65% d'entre eux y vont au moins une fois par an, mais certaines personnes y vont plus souvent. Et tout au long de l'année, en fait, il y a plusieurs dates où on est censé y aller. Il y a déjà Obon en été, ou il y a au Higan, donc c'est 2 fois par an, c'est une période autour de l'équinoxe de printemps et de l'équinoxe d'automne. Voilà, il y aurait énormément de choses à dire sur la religion et le coût des cérémonies, mais je m'y connais pas assez pour faire une vidéo dédiée sur le sujet de toute façon. En guise de conclusion quand même, pour simplifier un peu la religion au Japon, pour ceux qui seraient un peu embrouillés avec les temples, les sanctuaires, tout ça, le temple c'est le bouddhisme et c'est surtout pour tout ce qui touche à la mort. Les sanctuaires, c'est le shintoïsme et les Japonais y vont pour toutes les choses de la vie. De la naissance, comme j'en ai parlé en début de vidéo, c'est là aussi qu'on va au nouvel an, c'est là qu'on prie pour réussir un examen ou être en bonne santé, bref, tout le reste, à part les décès, eh bien c'est les sanctuaires. Alors vous vous dites peut-être que les Japonais sont super religieux, mais en réalité pas du tout. Il y a très peu de Japonais qui croient en un dieu. D'après les chiffres que j'ai trouvés, ce serait même un des pays les plus athées au monde, avec 70% de personnes se déclarant athées. Et en fait, toutes ces cérémonies, ça fait plus partie de la tradition et de la culture, je dirais, que de la religion ou d'une croyance profonde. Voilà pour ce tour d'horizon des principales différences qu'il peut y avoir au cours d'une vie au Japon comparé à la France, mais probablement à pas mal d'autres pays occidentaux, j'imagine. Alors j'ai forcément oublié des trucs, mais je pense quand même avoir fait une liste assez exhaustive de tout ce qui est particulier à la vie au Japon. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelques trucs et que vous avez maintenant une image beaucoup plus claire de ce qu'est une vie au Japon. Un grand merci si vous êtes encore là, passez une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.